Les lignes de front à Koursk s'effondrent beaucoup plus rapidement que prévu. Nous voyons également que le récit de l'invasion de Koursk s'effondre. Les médias se précipitent maintenant pour créer une nouvelle histoire, étant donné que Koursk était présenté au public comme une réussite, montrant comment l'Ukraine pourrait gagner la guerre. Pourtant, c'est cette focalisation excessive sur les récits, élevée au-dessus de la réalité, qui nous a conduit à ce désastre dès le départ. Il vaut donc la peine d'explorer comment pouvons-nous expliquer la décision de l'Ukraine et dans une certaine mesure de l'OTAN d'envahir Koursk au départ. Et comment cela a-t-il pu si mal tourner? Parce que beaucoup d'entre nous ont averti dès le premier jour que cette invasion se terminerait terriblement. Cette évaluation était en grande partie basée sur les avantages tangibles de l'invasion et sur la façon dont elle changerait le champ de bataille réel. Cependant, dans une large mesure, l'invasion de Koursk était destinée et soutenue pour changer le récit et fonctionner comme une forme de guerre psychologique. Mais cela a également très mal tourné. Maintenant, nous pouvons soutenir qu'il y a de nombreux objectifs tangibles pour envahir Koursk. En effet, l'objectif le plus probable, avant tout, était de s'emparer de la centrale nucléaire de Koursk. Il semble également probable que l'objectif principal était de créer une zone tampon, de détourner les troupes russes d'autres lignes de front, de perturber la logistique et les chaînes d'approvisionnement russes, et aussi de donner à l'Ukraine un atout majeur dans les futures négociations. Cependant, il y a un autre objectif à cela, qui a été clairement énoncé par les différents sponsors de l'invasion de Koursk, à savoir une guerre de récit. La nécessité de contrôler ce que les gens pensent de la guerre. Si vous pensez que les Ukrainiens peuvent gagner la guerre, il est plus probable qu'ils se battent plus fort. Il est plus probable que le public occidental fournisse plus d'armes. En d'autres termes, c'est un objectif clé du contrôle des récits et de la propagande. Vous faites semblant jusqu'à ce que vous y arriviez. En septembre 2024, nous avons assisté à quelque chose de tout à fait remarquable. Les chefs des services de renseignement des États-Unis et du Royaume-Uni se sont rencontrés et ont donné plus ou moins une conférence de presse, ce que nous ne voyons généralement pas. Ce qui était également remarquable, c'est que le chef du MI6, Richard Moore, ainsi que le chef de la CIA, William Burns, ont tous deux mentionné que l'un des avantages, des forces ou des objectifs de l'invasion de Koursk était de changer le récit. Le chef du MI6, Richard Moore, a soutenu que, je cite, « Je pense que c'est typiquement audacieux et audacieux de la part des Ukrainiens d'essayer de changer la donne de cette manière. Je pense qu'ils ont, dans une certaine mesure, changé le récit autour de cela. » Et de la CIA, nous voyons que le directeur de la CIA, William Burns, était d'accord. Il a soutenu, je cite, « Je pense que ce que ces événements ont fait, l'offensive de Koursk tout récemment, c'est de porter atteinte à ce récit, en se référant au récit des victoires russes. Maintenant, les Allemands étaient encore plus précis en termes de ce qui était visé à être accompli, ou du moins aspiré à être accompli, en envahissant Koursk. Le général de division de la Bundeswehr allemande, Christian Freuding, a suggéré qu'un objectif clé était d'augmenter le moral des Ukrainiens, de démoraliser les Russes et de convaincre le public occidental que la guerre pouvait être gagnée afin d'obtenir plus de soutien pour le financement. Encore une fois, tout cela est important. Si les Ukrainiens pensent qu'ils peuvent gagner, ils continueraient à se battre davantage. Si les Russes pensent qu'ils perdent, ils ne seraient pas disposés à se battre. Et bien sûr, maintenir l'enthousiasme pour la guerre parmi le public occidental à un niveau élevé garantit que personne ne remet en question le fait qu'il s'agit d'une guerre juste, qu'il n'y a pas d'alternative autre que de gagner sur le champ de bataille.
Et bien sûr que toutes les armes envoyées aboutiront finalement à la victoire. Et c'est là que le récit a été organisé. Maintenant, le général de division allemand Freuding a également noté que des troupes étrangères étaient de retour sur le sol russe pour la première fois depuis l'invasion par l'Allemagne nazie pendant la Seconde Guerre mondiale. Il pensait que cela aurait un effet psychologique très dévastateur sur les Russes. C'était aussi une raison de réfuter la propagande russe sur l'opération spéciale. Pour la première fois depuis plus d'un demi-siècle, des troupes étrangères sont à nouveau sur le sol russe. Et bien sûr, cela visait à avoir un effet psychologique à l'intérieur de l'Ukraine, comme un renforcement pour les forces armées ukrainiennes et la société ukrainienne, et à l'extérieur envers les pays soutenants, comme un signal que oui, nous pouvons le faire, nous réussirons et nous comptons sur votre soutien continu sur le chemin du succès. Nous voyons également que le général allemand à la retraite, Klaus Wittmann, a soutenu que la bataille de Kursk a joué un rôle important lorsque l'Allemagne nazie a envahi pendant la Seconde Guerre mondiale. Et c'est maintenant, comme il le souligne, également là où la direction russe est humiliée. Le général Wittmann a critiqué les restrictions occidentales sur les armes fournies pour l'invasion de Kursk et a déclaré que la peur de l'escalade de l'Occident devait cesser. Ridicule. En tant qu'historien, je suis également conscient du rôle que Kursk a joué dans la Grande Guerre patriotique. Et c'est précisément là que cette humiliation de la direction russe a lieu. C'est remarquable. Concernant ce que vous avez dit sur les approbations ou restrictions occidentales, je ne peux que réitérer clairement. Les restrictions que nous imposons à l'Ukraine pour l'utilisation des armes fournies par l'Occident sont absurdes et profitent à Poutine. Et quand le chancelier dit qu'elles fonctionnent, je ne peux que dire qu'elles ne fonctionnent que pour la Russie. Cette peur de l'escalade et cette considération. Et tout cela, bien sûr, a été dit par ces généraux allemands alors que les chars allemands roulaient à nouveau en Russie. Und wenn der Bundeskanzler die funktionieren, dann kann ich nur sagen, die funktionieren nur für Russland. Und diese Eskalationsangst und die Rücksichtnahme. And all of this, of course, said by these German generals while German tanks were yet again rolling into Russia. But it did not work as planned. Mais cela n'a pas fonctionné comme prévu. C'est-à-dire que je pense que l'Occident a cru à sa propre propagande, selon laquelle cette guerre concernait les ambitions de Poutine. Cela était profondément problématique, car l'hypothèse était que Poutine serait humilié et que l'opposition se construirait en Russie contre lui parmi les élites. Cela pourrait alors, encore une fois, aboutir à un possible changement de régime, ce que de nombreux dirigeants occidentaux ont déclaré dès le début comme étant un objectif clé de cette guerre. Au lieu de cela, nous avons vu quelque chose de très différent. Ce qui s'est passé à Kursk, pour de nombreux Russes, est devenu une guerre de libération. Ainsi, nous avons vu que la mémoire historique de Kursk, au lieu de démoraliser les Russes, a augmenté la solidarité et la préparation au combat. De plus, l'invasion de Kursk a également été perçue comme ayant été soutenue par les pays de l'OTAN qui fournissent effectivement les armes, la formation, le renseignement, la planification de guerre et même la sélection des cibles. Peut-on sérieusement soutenir que l'Ukraine a envahi la Russie seule, que les États-Unis n'étaient pas au courant, ne l'ont pas approuvé et orchestré, de même que la Grande-Bretagne et le reste de l'OTAN? Bien sûr que non. Tout ce que fait l'Ukraine est non seulement connu, mais est aidé et encouragé par les États-Unis, le Royaume-Uni et la Pologne. C'est ce qu'est l'OTAN. C'est une guerre de l'OTAN. Donc bien sûr que non. Ce n'est même pas une question. Où ça va-t-il les mener? N'était-ce pas une charade insensée pour gagner une guerre de propagande? Pour de nombreux Russes,
les avertissements de Poutine concernant une attaque soutenue par l'OTAN contre la Russie avec l'Ukraine comme proxy ont été perçus comme étant prouvés corrects. Donc, en d'autres termes, au lieu de diviser la Russie et d'affaiblir le Kremlin, nous avons vu le contraire. De plus, le souvenir de la Seconde Guerre mondiale, que la direction allemande pensait être une bonne idée d'invoquer pour la guerre psychologique, s'est également retourné contre elle. Et nous avons vu sur le terrain qu'un des bataillons ukrainiens soutenus par l'OTAN qui a participé à l'invasion de Kursk était le bataillon Nachtigall, qui portait le nom du bataillon Nachtigall de l'Allemagne nazie. Et encore, le récit du Kremlin, selon lequel des fascistes soutenus par l'OTAN avaient pris le contrôle de l'Ukraine et renforcé ses extrémistes depuis 2014 pour les utiliser contre les Russes, a également été perçu comme validé par de nombreux Russes. Ainsi, au cours du mois suivant, nous avons vu les écrans de télévision russes fournir toutes les images nécessaires pour créer un argument très fort en faveur de la guerre. C'est-à-dire que vous aviez des images de soldats ukrainiens, dont beaucoup portaient des symboles fascistes, enlevant des civils et commettant des crimes de guerre. Cela a été suivi par des déclarations très favorables de la part des dirigeants militaires occidentaux et des médias. Maintenant, on peut imaginer comment cela se jouerait en Russie. Et évidemment, cela n'a pas eu l'effet démoralisant initialement prévu. Donc finalement, la réalité rattrape son retard. Et la réalité est que Kursk a été une opération militaire très coûteuse, car l'Ukraine a subi de lourdes pertes et perdu beaucoup d'équipements militaires. Maintenant, les troupes ukrainiennes ont dû quitter leurs positions fortifiées, principalement dans le Donbass, et ont ensuite été envoyées à Kursk où elles ont été mises à découvert. Leurs lignes d'approvisionnement étaient faibles, elles étaient exposées, et plus elles s'enfonçaient en Russie, plus elles devenaient faibles. C'est quelque chose que nous avons également vu dans les dernières étapes, où chaque grande route était couverte par des drones FPV russes. De plus, il y avait un manque d'équipement d'ingénierie qui pouvait être amené en Russie pour préparer et renforcer les positions des Ukrainiens. Maintenant, de plus, les troupes utilisées dans l'opération de Kursk ont été prélevées sur les positions bien fortifiées de l'Ukraine dans le Donbass, ce qui a donc également conduit à un effondrement le long de la ligne de front stratégique, principalement autour de la région de Pokrovsk. Et tout cela, bien sûr, est une très mauvaise stratégie, car sacrifier des hommes et du matériel dans un coup de communication est particulièrement dangereux dans une guerre d'usure. Dans une guerre d'usure, l'objectif est d'épuiser l'ennemi. Dans une guerre où il n'y a pas de voie politique ou diplomatique, en d'autres termes, une guerre jusqu'au dernier soldat, les ressources militaires devraient être concentrées et focalisées dans des zones où leurs taux d'usure sont favorables, où ses propres troupes subissent peu de pertes, mais sont capables d'infliger de lourdes pertes aux adversaires. Accepter de lourdes pertes pour conquérir un territoire non stratégique qui ne peut vraiment pas être tenu a toujours semblé être une stratégie très insensée. Maintenant, cela ne signifie pas que nous devrions rejeter complètement l'objectif du contrôle du récit et de la propagande, car ce sont des parties importantes de la guerre. Et même les batailles de relations publiques sont importantes dans la mesure où elles entraînent, par exemple, un recrutement militaire plus élevé en Ukraine, ou une plus grande volonté au sein des pays de l'OTAN de continuer à envoyer plus d'argent et plus d'armes. Mais nous avons vu que l'établissement médiatique politique occidental a continuellement désinformé sur les taux d'attrition, suggérant que les Ukrainiens subissaient peu de pertes, tandis que les Russes, apparemment en train de se battre avec des pelles, subissaient de lourdes pertes. Maintenant, les taux d'attrition ne se vendent pas aussi bien que les changements territoriaux.
Donc Zelensky devait livrer quelque chose, c'est-à-dire changer les frontières en faveur de l'Ukraine, ou même conquérir le territoire russe. Cela a été perçu comme quelque chose qui changerait vraiment le récit. Comme nous le voyons par ces éléments petits, les médias occidentaux, l'excitation et l'engagement à financer la guerre augmentent lorsque vous voyez des victoires territoriales de l'Ukraine. Cela a du sens. La promesse de victoire semble plus probable. Nous avons également vu que le public occidental pouvait souvent perdre intérêt pour la guerre en Ukraine sans avancée territoriale, ce qui était particulièrement problématique lorsque le projet Ukraine devait rivaliser avec Gaza pour l'attention des médias. Nous voyons maintenant, ou nous voyons, la fin de l'occupation de Koursk. L'approche de la Russie concernant l'invasion de Koursk était ou aurait dû être prévisible au départ. Initialement, il visait à stabiliser les lignes de front, puis à utiliser ces nouvelles lignes de front pour infliger de lourdes pertes à l'armée ukrainienne. Ainsi, beaucoup d'attentes selon lesquelles la Russie retirerait simplement ses troupes de partout pour les envoyer désespérément à Koursk se sont avérées incorrectes. Et encore une fois, nous avons vu que la victoire narrative de l'Ukraine à Koursk est devenue un piège narratif, car Zelensky ne pouvait pas se retirer de Koursk, même lorsque les pertes élevées devenaient insoutenables. En effet, c'était un signe de victoire pour l'Ukraine. C'est ce qui a maintenu l'espoir qu'il pourrait réellement gagner cette guerre. Ce qui était la raison pour laquelle de nombreux soldats s'engageaient à combattre en première ligne, et aussi pourquoi le public occidental était prêt à continuer d'envoyer de l'argent. En effet, s'il n'y a aucune possibilité de mettre fin à cette guerre, ou pour l'Ukraine de la gagner, alors pousser pour une guerre longue pour saigner les troupes russes en utilisant les Ukrainiens semblerait simplement cruel. Donc la perspective de la victoire était importante, et Koursk a fourni cela. Maintenant, également, après avoir saigné l'armée ukrainienne, nous avons vu que maintenant que les négociations semblent peut-être arriver, au moins, la Russie est en train de fermer les poches de Koursk et de restaurer le contrôle sur son territoire. Un moment critique s'est récemment produit. C'est-à-dire qu'après des mois à éroder lentement les forces armées ukrainiennes à Koursk, nous avons vu que la position s'était encore affaiblie, car certaines troupes ukrainiennes ont dû être redéployées sur le front du Donbass. Et puis, bien sûr, nous avons assisté à une mission incroyable des forces russes. Le contexte est important, car récemment, l'Ukraine a coupé le transit de gaz de la Russie vers l'Europe. Les Russes ont alors élaboré un plan qu'ils pouvaient utiliser en profitant de cette situation. Ils ont vidé le gazoduc de son gaz, l'ont rempli d'oxygène et ont envoyé des soldats à travers ces pipelines. Ainsi, soudainement, nous avons vu de vastes quantités de soldats russes émerger derrière la ligne de front ukrainienne. Et cela a été combiné dans ce qui semble être une attaque très bien planifiée. Cela a été combiné avec des attaques venant de plusieurs directions. L'armée ukrainienne, qui était déjà épuisée, affaiblie, avec une mauvaise communication et des routes clés déjà sous le contrôle des drones russes, a effectivement commencé à s'effondrer. Nous avons assisté à un retrait désorganisé, ce qui a permis aux Russes d'attaquer les troupes en retraite, infligeant encore plus de pertes aux Ukrainiens. Nous avons vu de nombreux soldats ukrainiens se rendre et bien sûr d'énormes quantités de milliers de soldats ukrainiens encerclés sans possibilité de s'échapper. C'est donc un véritable désastre et cela déclenche une crise à de nombreux niveaux. Tout d'abord, l'effondrement de Kursk suggère qu'un nouveau front très défavorable s'ouvrirait désormais du côté ukrainien de cette frontière. De plus, étant donné qu'il s'agissait, dans une large mesure, d'une guerre ou d'une invasion destinée à changer le récit, nous voyons maintenant que le récit s'est effondré. Mais encore une fois, il convient de noter que cette guerre ou cette invasion n'a jamais eu de sens.
Gardez à l'esprit que dans une guerre d'usure, l'Ukraine était déjà dans une position très faible. Elle manquait de main-d'œuvre. Ses lignes de front s'amenuisaient, ce qui permettait aux Russes de commencer à progresser. C'est donc là que l'Ukraine se trouvait à un carrefour. D'une part, compte tenu de sa position affaiblie, il serait plus logique de se retirer vers des lignes de front plus fiables. Cependant, en même temps, il était impératif de contrôler le récit. Donc, à ce stade d'une guerre d'usure, lorsque l'armée ukrainienne est affaiblie, au lieu de se retirer, nous avons vu qu'ils ont étendu la ligne de front. C'est pourquoi l'offensive ou l'invasion de Koursk a surpris beaucoup de monde, car avant cela, les Russes avaient ouvert la ligne de front à Kharkov simplement parce que les lignes de front ukrainiennes étaient clairsemées. Ce qui avait du sens à ce moment-là était d'ouvrir une autre ligne de front à Kharkov, afin d'étirer davantage les forces ukrainiennes. Maintenant, le fait que les Ukrainiens aient répondu en ouvrant encore une autre ligne de front à Koursk n'avait tout simplement aucun sens d'un point de vue stratégique. Mais dans une guerre de récit, cela pourrait bien sûr être défendu. Et même maintenant, alors que nous voyons Koursk s'effondrer, nous voyons l'armée ukrainienne mener des contre-attaques très coûteuses, attaquant les lignes de front russes et subissant de lourdes pertes. Encore une fois, cela sert le récit. Il est important de paraître fort pour ses partenaires à un moment où, en particulier, les États-Unis semblent s'éloigner de l'Ukraine, avec la conviction que cette guerre ne peut pas être gagnée. Mais il est également important de montrer de la force avant les négociations. Donc de ce point de vue, améliorer le récit, montrer qu'ils peuvent inverser la tendance en prenant des territoires aux Russes. Cependant, cela se fait encore une fois au détriment de la situation dans le monde réel. C'est-à-dire que, quoi que l'Ukraine prenne maintenant à Donetsk ou à Luhansk, elle ne pourra pas le maintenir, et cela va entraîner une position encore plus faible. Donc encore une fois, bon pour le récit, mauvais pour la réalité. Alors, où en sommes-nous maintenant? Eh bien, de nouveaux récits doivent être construits pour expliquer la perte de Koursk, sans bien sûr perdre le soutien public pour la poursuite de la guerre. Nous pouvons donc déjà voir le chemin prévisible qu'ils empruntent. La perte sera probablement imputée à Trump pour avoir réduit le financement de l'armée et du renseignement ukrainien, ou à un soutien militaire insuffisant des pays occidentaux dans l'ensemble. De tels récits prévaudront probablement dans les médias, étant donné que le public n'a reçu aucune information au cours des derniers mois sur ce qui s'est réellement passé à Koursk et comment l'armée ukrainienne a été progressivement affaiblie. Ainsi, la plupart des analystes sensés devaient savoir que l'invasion de Koursk se terminerait probablement par une telle catastrophe. Pourtant, l'analyse sur la manière d'obtenir la victoire est généralement limitée par la propagande de guerre, ce qui montre que le récit a également un impact négatif ici en Occident, car nous sommes capturés par nos propres récits et notre propre propagande. Par exemple, il est plus ou moins obligatoire en Occident de soutenir l'Ukraine. Cependant, nous n'avons jamais d'analyse critique de ce que cela signifie de soutenir l'Ukraine. Au lieu de cela, on suppose que cela ne peut signifier que célébrer et soutenir toutes les politiques ou décisions prises par Zelensky. En effet, si vous critiquez Zelensky, alors vous sapez le gouvernement, et cela est perçu comme étant anti-ukrainien. Cependant, comme l'a soutenu l'ancien conseiller de Zelensky, Alexei Arestovich, il a souligné que, par exemple, traiter les russophones d'Ukraine comme des citoyens de seconde zone affaiblissait la capacité de l'Ukraine à se battre, parce qu'une grande partie de la population ukrainienne avait perdu beaucoup de leur motivation. Pourquoi exactement se battait-il? Maintenant, on peut aussi dire que l'épuration de l'opposition politique,
l'épuration culturelle, l'épuration des médias et l'épuration de l'Église orthodoxe ont également contribué à grandement cette mobilisation. Also contributed to alienate large parts of the population. Donc c'était une mauvaise décision. Cependant, on ne peut pas critiquer cela en Occident. Ce serait considéré comme une hérésie de critiquer ce que fait Zelensky. Après tout, si vous critiquez ce qui est fait aux Ukrainiens, alors vous pourriez être accusé d'être anti-ukrainien parce que vous sapez l'autorité de l'État. Et cela s'applique également au désastre de Koursk. Chaque analyste en Occident devait applaudir cela comme une histoire de succès. Encore une fois, Zelensky et l'Ukraine, pour autant que l'établissement médiatique politique soit concerné. Donc même si nous avons emprunté ce chemin prévisible vers la défaite, tout le monde devait le célébrer au fur et à mesure, comme si cela allait être une victoire. Everyone had to celebrate it as we went along, as if this would be a victory.